modifié par l'Assemblée nationale, visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre 14 bis du règlement du Sénat. Au cours de cette procédure, le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l'ensemble du texte adopté par la commission. Et la parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Bonjour Madame la ministre. Madame la Présidente, le président Lafon n'est pas encore arrivé, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder. Madame l'auteure du texte, chère Laure Darcos, Madame la rapporteure, chère Céline Boulay-Espéronnier, Mesdames, Messieurs les sénateurs, nous voilà donc réunis ce matin pour achever le processus législatif de cette proposition de loi visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs. Disons-le, ce n'était pas gagné d'avance, notamment parce que certains acteurs y étaient opposés. Ce texte vient compléter et moderniser la régulation du secteur du livre autour de 3 enjeux : le soutien apporté à nos librairies et le rétablissement d'une juste concurrence sur le marché du livre, l'amélioration de la relation contractuelle entre auteurs et éditeurs, enfin l'adaptation de la collecte des œuvres numériques. Proposition de loi donc très attendue, qui complète utilement la politique volontariste menée par le Gouvernement depuis 2017 en faveur de l'ensemble de l'écosystème du livre. Je pense bien sûr au crédit courant d'intervention dédié à la politique du livre et de la lecture, aux 53 millions d'euros qui sont ou qui vont être déployés en 2021 et 2022 grâce au plan de relance, afin de poursuivre la modernisation des librairies et des bibliothèques, de généraliser le dispositif Jeunes en librairie, de renforcer les achats publics de livres, sans oublier bien sûr le succès formidable de la généralisation du pass culture, véritable aubaine pour les librairies. La décision du Président de la République de faire de la lecture la grande cause nationale illustre, je crois, encore un peu plus le soutien que l'État apporte à ce secteur essentiel. Si l'accompagnement financier de l'État est indispensable pour permettre à la filière de faire face aux mutations structurelles qu'elle connaît, il était aussi nécessaire d'adapter notre arsenal législatif, et c'est tout le sens de cette proposition de loi initiée par la sénatrice Laure Darcos, dont j'imagine l'émotion ce matin. Le Gouvernement, et en particulier le ministère de la Culture, a tout de suite soutenu ce texte qui permet de réaliser le souhait formulé par le Président de la République le 21 avril dernier à Nevers de retrouver un prix unique du livre en égalisant le prix de l'expédition et en objectivant le coût de ce service pour les livres commandés sur internet et livrés chez soi. Ce texte prévoit ainsi un certain nombre de mesures permettant de moderniser, d'adapter notre loi de prix fixe en renforçant notre régulation du prix de vente du livre. Cette régulation, elle a été au cœur de nos débats. Un opérateur propose aujourd'hui systématiquement la livraison quasi gratuite des livres, quelle qu'en soit la quantité et quel que soit le montant d'achat, alors qu'aucun autre acteur ne parvient à proposer une telle aubaine au lecteur. Force est donc de constater que cette pratique commerciale constitue une nouvelle forme de concurrence par les prix qui ne permet plus à la loi sur le prix unique du livre de 1981 de produire son plein effet. C'est donc tout l'objet de l'article 1er qui permet de rétablir l'effet de cette loi. Le texte permet également de renforcer l'information du consommateur en clarifiant la distinction entre livre neuf et livre d'occasion dans la vente en ligne. Nous devons également veiller, comme nous l'a recommandé le médiateur du livre, à resserrer la pratique des soldes de livres dans le cadre de ventes directement opérées par les éditeurs, afin de ne pas fragiliser l'économie des libraires. Le principe d'équité qui sous-tend cette proposition de loi doit également guider la recherche de solutions pour ce qui concerne les relations entre un auteur et son éditeur. Ce texte offre par ailleurs une base législative à l'accord interprofessionnel signé par le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition en 2017,
et relatif à l'encadrement des pratiques de la provision pour retour d'exemplaires invendus et de la compensation intertitres. Toutes ces mesures permettront d'améliorer l'équilibre et la transparence dans les relations entre auteurs et éditeurs. Enfin, cette proposition de loi apporte un complément très attendu au cadre légal du dépôt légal des oeuvres à l'ère numérique. Alors que nous examinons, ou du moins que nous terminons l'examen de ce texte, je veux vraiment remercier très chaleureusement Laure Darcos et Céline Boulay-Espéronnier pour le travail que nous avons mené ensemble au cours des derniers mois. Ce texte permettra de renforcer l'équité dans la filière du livre et je me félicite vraiment, et je vous félicite en fait, du consensus dont il a fait l'objet sur l'ensemble de ces bancs. Merci à tous. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Céline Boulay-Espéronnier, rapporteure de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, pour 7 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c'est avec une pointe de nostalgie et d'un certain sentiment du devoir accompli que je me présente devant vous aujourd'hui pour achever le parcours de la proposition de loi de notre collègue Laure Darcos visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Nostalgie, car ce fut un beau parcours, parfois tortueux, entre notre première réunion de commission le 2 juin, la large adoption en séance publique par le Sénat le 8 juin et par l'Assemblée nationale le 6 octobre, et enfin le recours à la procédure de législation en commission le 23 novembre dernier. À chacune de ces étapes, j'ai pu ressentir l'enthousiasme communicatif de notre collègue Laure Darcos, certes, mais également du monde de l'édition, qui a puissamment soutenu le texte et nous regarde aujourd'hui. Car ne nous y trompons pas, la proposition de loi que nous allons, je l'espère, adopter aujourd'hui, sous des aspects parfois techniques, constitue en réalité une vraie révolution qui sera très rapidement ressentie par nos concitoyens et portera la marque des travaux du Sénat. L'ambition de l'auteur de la proposition de loi se comprend dès le titre. Première partie de ce titre, conforter l'économie du livre, c'est bien entendu permettre aux collectivités d'apporter un soutien financier aux librairies, ce que permet l'article 2. Les Français ont marqué leur attachement à ces commerces, ces lieux de vie et de culture uniques dès la réouverture l'année dernière. La fragilité de leur situation ne doit cependant pas être sous-estimée et il nous faudra certainement y revenir dans les années qui viennent. Deuxième partie du titre, renforcer l'équité entre les acteurs. L'équité renvoie naturellement aux très ambitieuses dispositions de l'article 1er, qui bouleverse le modèle économique des plateformes, fait de livraison gratuite destructrice pour le commerce de proximité. J'ose le mot. Je n'ignore pas les débats qui nous ont agités sur cette question et je dois avouer que ma réflexion a évolué durant nos travaux. Nous avons ainsi eu des échanges animés et passionnants avec la rapporteure pour avis Martine Berthet et la présidente Sophie Primas, que je salue toutes deux. Bien entendu, c'est une forme de pari que nous tentons ici sur la responsabilité des lecteurs, mais également des libraires à proposer des solutions attractives à leurs clients. Troisième et dernier élément du titre, la confiance entre les acteurs. Le terme a d'ailleurs été ajouté par Laure Darcos lors de la première lecture au Sénat. C'est un mot important qui rend justice au travail de négociation et de conviction qui a été mené sur l'article 3 de la proposition de loi, particulièrement technique, mais qui ne vise à rien d'autre qu'à créer les conditions d'un dialogue plus équilibré entre les éditeurs et les auteurs. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale, je tiens au passage à saluer la rapporteure Géraldine Bannier, ont très utilement amélioré le texte sans revenir sur ces dispositions essentielles. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vous propose d'examiner par un vote conforme sur ce texte notre confiance dans la capacité des différents acteurs de la chaîne du livre à se saisir rapidement et pleinement de ces dispositions audacieuses et novatrices. Et enfin, Madame la Ministre, puisque vous avez eu la gentillesse de nous saluer et de nous remercier chaleureusement, je tiens également à vous remercier pour votre implication personnelle et efficace, ainsi que les membres de votre cabinet et les collaborateurs du ministère qui ont été d'une grande aide. Je vous remercie. Merci. Alors, nous passons aux explications de vote des groupes à raison d'un orateur par groupe.
Et je vais donc passer la parole à notre collègue Jean-Pierre Decool pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires, pour 5 minutes, chers collègues. Jean-Pierre. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui vise à soutenir le secteur fragile de la vente de livres constitué de 3 300 librairies indépendantes réparties sur notre territoire. Les dispositions proposées viennent essentiellement rétablir une certaine équité entre les acteurs traditionnels, les libraires et les nouveaux entrants, les plateformes de vente en ligne. Ces dernières, à travers les services de livraison à domicile, gratuits ou quasi gratuits, sont responsables d'une distorsion de concurrence avec les libraires qui ne disposent pas des mêmes moyens. L'éviction des établissements physiques par les grandes plateformes, à travers leur politique tarifaire agressive, n'est pas soutenable. Le risque d'uniformisation de choix de lecture qui en découle n'est pas acceptable. Les librairies représentent, avec les bibliothèques de nos collectivités, les premiers lieux d'accès à la culture et au savoir. Qui n'est jamais entré dans une librairie avec un seul livre en tête pour en ressortir une heure après, les bras chargés de livres? La diversité culturelle et la richesse de la production littéraire sont intimement liées au choix que nous faisons aujourd'hui pour préserver le réseau de librairies indépendantes. Aussi, ce texte dépasse-t-il de loin son objet. Il s'attache à préserver notre première industrie culturelle et l'ensemble de la chaîne du livre. La création, l'édition, la fabrication ou encore la commercialisation d'un ouvrage sont le résultat de nombreuses étapes faisant intervenir de multiples acteurs. Je tiens à remercier de nouveau l'auteur de la proposition de loi, notre excellente collègue Laure Darcos. Elle nous apporte un texte, je l'ai dit en première lecture, consistant et ambitieux. Je ne peux également que me réjouir de la position de l'Assemblée nationale, de celle de Madame la ministre, Roselyne Bachelot. Les convergences de vues ont amené le Sénat à recourir à la procédure de législation en commission pour achever rapidement l'examen de la proposition de loi et rendre possible sa promulgation avant la fin de l'année 2021. L'article 1 vise ainsi à améliorer les conditions de concurrence sur le marché de la vente de livres entre les libraires et les plateformes en ligne. Il propose l'instauration d'un tarif minimal pour l'expédition de livres. La position adoptée est défendue par la Commission de la culture du Sénat en première lecture et c'est une proposition, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, de bon aloi. Cette disposition novatrice fera l'objet d'un rapport du gouvernement remis au Parlement dans un délai de 2 ans afin d'en estimer les effets. Nous serons particulièrement attentifs aux conclusions de ce rapport. L'article 2 instaure la possibilité pour les collectivités d'attribuer des subventions aux petites librairies indépendantes en complément du dispositif de soutien fiscal dont bénéficient déjà ces librairies indépendantes. Cette mesure est attendue par les libraires comme par les élus. L'article 3, faisant obligation à tout éditeur en cessation d'activité d'adresser un état des comptes à tous les auteurs sous contrat avec lui, est une mesure de bon sens. C'est une demande des auteurs, nous la soutenons sans réserve. C'est identique pour la possibilité ouverte aux auteurs, à des groupements d'auteurs, de saisir le médiateur de livres. Il s'agit également d'une demande exprimée par les auteurs et nous la soutenons également sans aucune réserve. Nos libraires tissent dans nos territoires un précieux maillage culturel et social. Les Français y tiennent beaucoup. Leur rôle est indispensable, je pense, à leur conseil, à leur sélection. Tout cela joue un rôle prépondérant dans la diffusion du livre, à la mise en avant de la diversité éditoriale, ainsi qu'à l'aménagement du territoire et à l'animation culturelle. Il est certain que le maintien et le développement des librairies indépendantes doit constituer une des priorités de la politique du livre. La levée du gage par le gouvernement lors de la première lecture au Sénat s'inscrit dans ce sens. Elle est un signal positif envoyé à tous les acteurs de la filière du livre que notre groupe salue. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte. Merci. La parole est à Madame Laure Darcos pour le groupe Les Républicains, auteur de cette proposition dont on entend beaucoup parler ce matin. Pour 5 minutes, chers collègues.
Merci madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chère Céline, mes chers collègues. Il y a un an, quasiment jour pour jour, je déposais sur le bureau du Sénat la proposition de loi visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs. Vous comprendrez mon émotion aujourd'hui, m'exprimant devant vous alors que nous parvenons au terme de l'examen de ce texte qui me tenait particulièrement à cœur. Permettez-moi tout d'abord de remercier le président de mon groupe, Bruno Retailleau, le président de la commission de la culture, Laurent Lafon, et le président du Sénat, Gérard Larcher, qui ont accepté que ma proposition de loi soit soumise à l'examen du Conseil d'État. Ma gratitude s'adresse aussi aux différents rapporteurs, nos collègues Céline Boulay-Espéronnier et Martine Berthet, ainsi que la députée Géraldine Bannier. Toutes les trois ont porté sur ce texte un regard bienveillant et contribué à en améliorer la portée et le contenu. Enfin, je ne saurais oublier le rôle décisif que vous-même avez joué, Madame la Ministre, avec vos équipes de la direction du livre et de la lecture. Sans votre soutien et sans votre conviction qu'il nous faut renforcer la politique du livre à l'ère du numérique, ce texte n'aurait pu être inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Ma proposition de loi n'est pas née du hasard ou d'une subite impulsion privée. Elle est le fruit d'une lente maturation. Elle résulte des attentes progressivement exprimées par les professionnels du livre, auteurs, éditeurs ou distributeurs. Dans le secteur du livre, il ne peut y avoir d'acte de création sans une confiance durablement établie, sans perspective d'avenir à long terme. En affirmant ce besoin constant de transparence, j'ai à l'esprit ce qu'écrivait Voltaire à son amie Madame Dudéfant, brillante femme de lettres. « Pour faire un bon livre, il faut un temps prodigieux et la patience d'un saint. » Ma proposition de loi se veut régulatrice, en aucun cas répressive. Si elle était lourdement et inutilement normative, elle n'atteindrait pas son objectif. Car l'économie du livre est fragile. Ne la brutalisons pas. Mon propos est de la conforter. La France, je tiens à le rappeler, bénéficie d'une importante diversité de commerces de vente au détail. 20 000 points de vente physiques, dont 3 300 librairies indépendantes employant 15 000 collaborateurs. Ce réseau forme un ensemble unique en Europe et dans le monde et qui contribue à l'exception culturelle française. Or, ce fragile équilibre est aujourd'hui menacé par la montée en puissance de la vente en ligne, dont la part de marché ne cesse d'augmenter. Il est aussi menacé par la politique commerciale prédatrice d'Amazon, qui utilise sa puissance économique pour mettre en tension tout le secteur français du livre, notamment en proposant un tarif de livraison imbattable, 1 centime d'euro sans minimum d'achat. Aucune librairie ne peut s'aligner sur un tel tarif sans mettre en péril son activité. Voici pourquoi s'imposait, selon moi, la nécessité de légiférer. Non pas pour empêcher Amazon de commercer, qui pourrait y prétendre, mais pour établir des règles de saine concurrence et permettre aux libraires qui le souhaitent de se développer eux aussi sur le canal de la vente à distance. Certains ont brandi la menace d'une augmentation du prix du livre pour le lecteur. C'est faux, bien sûr, et d'ailleurs impossible. Depuis la loi Lang de 1981, le prix du livre est identique sur tout le territoire. Laissons donc cette mesure que je propose le temps de produire ses effets. Je tiens en la matière à saluer 2 apports de l'Assemblée nationale. Le premier consiste à autoriser les détaillants à pratiquer la gratuité des frais de port lorsque la livraison n'a pas lieu au domicile de l'acheteur, mais dans une librairie. Il s'agit d'une part de ne pas pénaliser l'acte d'achat sur Internet et d'autre part de favoriser des initiatives permettant le regroupement de libraires indépendants sur des plateformes de vente en ligne. Le second tient à la possibilité de réaliser un point d'étape dans un délai de 2 ans suivant la publication de l'arrêté ministériel. Ma proposition de loi ne peut cependant se résumer à cette seule initiative qui, j'en ai conscience, a fait couler beaucoup d'encre et suscité des débats parfois passionnés. Car je présente aussi un encadrement plus large des pratiques contractuelles dans l'édition littéraire et musicale. Je propose diverses mesures qui seront favorables aux auteurs, notamment en matière de provision pour retour d'exemplaires invendus, de compensation des droits issus de l'exploitation de plusieurs livres, ou encore en cas de cessation volontaire d'activité et de liquidation judiciaire de l'éditeur. Un mécanisme de référé judiciaire est par ailleurs introduit lorsque la résolution de certains litiges est caractérisée par l'urgence. Enfin, je ne voudrais pas conclure sans mentionner un point important de cette proposition de loi, l'adaptation des modalités du dépôt légal numérique nécessaire pour préserver notre capacité à enrichir le patrimoine documentaire de la France. Le texte que je vous invite à adopter définitivement aujourd'hui a pour ambition de tracer l'avenir du livre, donc de la création, de la diffusion de la culture et de l'accès à la pensée. Ensemble, nous aurons fait œuvre utile pour conforter la présence du livre au cœur même de nos territoires, pour lutter contre la dictature de l'algorithme et l'uniformisation des contenus. Ainsi sera préservée la diversité culturelle à laquelle nous sommes tant attachés. Je vous remercie de votre précieux soutien, car selon la formule d'André Malraux dans son hommage à la Grèce,
Prononcée à Athènes en 1959, la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Encore faut-il donner à chacun, où qu'il soit, une égalité de moyens pour faire cette conquête. Sinon, c'est un jeu de dupes. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Thomas Dossus pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires pour 5 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Cette proposition de loi est le prolongement de la politique culturelle française qui prend ses racines dans la loi Lang qui a fêté ses 40 ans dernièrement. Une politique basée sur une idée simple, le livre n'est pas un bien de consommation comme les autres et par conséquent son commerce doit obéir à certaines règles avec notamment un prix unique du livre. Ce texte actualise cette politique en prenant en compte une nouvelle réalité, celle des géants d'Internet et en particulier, ça a été dit, Amazon. Nous sommes largement favorables à ce texte et je salue une nouvelle fois le travail remarquable de Laure Darcos pour sa rédaction et pour avoir tenu bon face aux pressions intenses du géant américain dont elle a fait état en commission. Au-delà des livres, derrière les prix bas, la simplicité, l'ergonomie, la rapidité de livraison et les références infinies, prenons quelques instants pour évoquer cette entreprise et les menaces que son modèle fait peser sur notre société. En 2020, Amazon, c'est 60 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis, 19% d'augmentation par rapport à 2019. Un niveau d'émissions de gaz à effet de serre équivalent à celui d'Israël, de l'Autriche ou de la Grèce. Amazon, c'est également des millions de produits neufs détruits chaque année. Une enquête a montré que dans un seul entrepôt, la firme pouvait détruire plus de 6 millions de produits par an. Dans un rapport de l'Inspection générale des finances, on alerte sur la non-facturation de la TVA par plusieurs vendeurs, dont Amazon. 98% des vendeurs enregistrés sur ces marketplaces contrôlés ne sont pas immatriculés à la TVA en France. Voilà la réalité des prix cassés. Au niveau social, le tableau n'est pas plus reluisant, avec une généralisation des emplois précaires mal rémunérés faisant largement appel aux horaires de nuit et sous la menace de licenciements abusifs. Pour un emploi créé chez Amazon, le commerce de proximité perdrait 2,2 emplois en France. À ce sujet, le texte que nous examinons aujourd'hui permet de réguler en partie la menace que l'entreprise fait peser sur les librairies indépendantes. En proposant un tarif de livraison à 1 centime d'euro, Amazon bénéficie d'une distorsion de concurrence qui met à mal le modèle économique des 4000 librairies qui maillent notre pays. L'article 1er y remédie en proposant l'instauration d'un tarif réglementé pour la livraison de livres, déterminé par décret. Cette proposition phare de la proposition de loi, bienvenue pour réguler ce marché de manière efficace, nous semble relever du bon sens, mais il semblerait qu'Amazon ne l'entende pas de cette oreille. Notre collègue Laure Darcos a révélé en commission une négociation purement commerciale qu'a souhaité engager la plateforme avec le législateur. Je ne reviendrai pas dessus, mais je la remercie pour la transparence dont elle a fait preuve en affichant en plein jour ce genre de méthode. Nous voterons l'article de cette loi, puisqu'il constitue un caillou nécessaire dans la chaussure du géant, en espérant qu'il ne soit qu'une première étape vers une régulation plus importante des pratiques de cette firme. Autre mesure d'importance de ce texte, l'article 2, qui permet aux communes et à leurs groupements de délivrer des subventions à des librairies indépendantes en difficulté, comme c'est déjà possible pour le cinéma. Cette mesure permettrait ainsi le maintien d'un réseau dense, y compris dans nos zones rurales. Les articles 3, 4 et 5 proposent plusieurs améliorations bienvenues aux relations entre les acteurs du secteur, par exemple en permettant aux auteurs de saisir préalablement à une action en justice le médiateur du livre. Mes chers collègues, le livre est un secteur essentiel. Tous les acteurs l'ont montré durant la pandémie. Les librairies ont fait preuve de leur résilience durant cette crise en affichant des pertes pour 2020 de seulement 3%, alors que les prévisions les plus alarmistes s'orientaient vers moins 15, voire moins 20%. Les Françaises et les Français ont témoigné de leur amour pour ces acteurs culturels en retournant dans les librairies à chaque déconfinement. La présente proposition de loi reconnaît cette réalité, permet de soutenir encore davantage ce secteur. Elle permet aussi de mettre un frein à l'appétit sans limite d'une entreprise qui ne respecte rien ni personne, à commencer par la démocratie parlementaire. C'est pourquoi le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, comme il l'a fait en première lecture, votera résolument pour. Merci. La parole est à monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre de la Culture et des Archives, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons se place résolument dans le sillon tracé il y a 40 ans par la loi du 10 août 1981 instituant le prix unique du livre.
Elle en prolonge la portée pour adapter ces dispositions aux évolutions économiques imposées par les plateformes numériques. Ce travail d'actualisation législative avait déjà été entrepris par la loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres, qui portait interdiction de la gratuité des frais de port. Elle a été aussitôt contournée par un acteur majeur de ce secteur en fixant le coût de ce transport à 1 centime d'euro. Il aura donc fallu attendre 7 ans pour que le législateur réagisse et défende l'esprit de la loi de 1981. Analysons avec lucidité ce conflit dialectique du sabre et du bouclier et prenons collectivement conscience que l'objectif idéologique d'Amazon est d'abolir le prix unique du livre. Ce que conteste radicalement le Goliath de Seattle, c'est la capacité d'un État à organiser le marché par des règles qui s'opposent à sa volonté de toutes les anéantir. Soyons lucides. Ce qui est en jeu par ce texte, c'est notre souveraineté nationale, c'est notre faculté de soumettre aux principes votés par le Parlement une entité monopolistique supranationale qui souhaiterait limiter l'action de l'État à ses seuls domaines régaliens. La liberté que prétend défendre Amazon est celle de la loi de la jungle, celle du renard lâché dans le poulailler. La commission des affaires économiques du Sénat considère qu'il faudrait que les poules aient des dents pour lui résister, c'est-à-dire qu'il serait nécessaire d'aider les libraires indépendants à affronter la concurrence d'Amazon sur son terrain de la vente en ligne. Je pense, avec Laure Darcos, la commission de la culture et Madame la ministre, qu'il est plus simple et plus efficace d'interdire à Goupil d'oxyre les gallinacés sans défense. Car tant que nous serons dans l'incapacité d'empêcher Amazon à se soustraire à l'impôt, nous ne pourrons protéger efficacement les librairies indépendantes. Il nous a été expliqué que la fixation d'un prix minimal du port des livres augmenterait son prix et éloignerait de la lecture les populations rurales. La réalité du marché n'est pas celle-là. Près de 45% des achats de livres sont réalisés dans les grandes surfaces généralistes et les grandes surfaces spécialisées. L'approvisionnement des lecteurs de la ruralité se fait principalement par ces deux réseaux. Comme l'a bien mis en évidence la rapporteure, la sénatrice Céline Boulay-Espéronnier, dont je salue la qualité du travail, l'achat de livres sur Amazon est surtout le fait de catégories aisées et urbaines. Mais l'apport essentiel de la loi Darcos n'est pas là. Il est dans la reconnaissance, par le 2e article, de la librairie indépendante comme un établissement culturel d'intermédiation pour la défense et la promotion du livre et de la lecture. En cela, ces librairies agissent complémentairement avec les bibliothèques, dont nous discuterons du statut tout à l'heure, lors de l'examen de la proposition de loi de Sylvie Robert, par un très heureux hasard du calendrier. Cela a été dit, la loi Darcos apporte aux collectivités la possibilité d'aider les librairies indépendantes, comme l'avait fait la loi Sueur pour les salles de cinéma. Le Conseil d'État, judicieusement consulté sur ce texte par le Sénat, explique la portée législative d'ampleur de cette disposition. Je le cite, « Les finalités en jeu sont la préservation de la diversité culturelle, en particulier sous l'angle de la résistance à l'uniformisation des contenus inhérente au modèle économique d'une grande plateforme, le maintien de l'accès de tous les citoyens à la culture par le contact avec un libraire jouant son rôle d'éveil, de conseil et d'animateur de la vie culturelle. » L'objectif de la loi Darcos est celui-ci, faire des 4000 librairies indépendantes un réseau culturel de proximité au service du livre et de la lecture. Chez moi, à Bourg-la-Reine, mon libraire joint au livre qu'il a envie de partager une petite note manuscrite par laquelle il exprime les raisons de son choix. Voilà ce que Amazon considère comme une concurrence déloyale, parce que ses algorithmes n'ajouteront jamais au livre ce supplément d'âme qui en fait des objets culturels si particuliers. Voilà pourquoi une plateforme ne remplacera jamais une librairie, et voilà pourquoi il faut voter cette loi qui constitue une nouvelle confortation législative de l'exception culturelle. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Pierre-Antoine Levi pour le groupe Union centriste pour 5 minutes, chers collègues.
Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure du texte, monsieur le président de la commission culture, madame l'auteure de la proposition de loi, chère Laure Darcos, chers amis, comme le disait Julien Green, un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Si j'osais filer la métaphore, je dirais qu'un livre est aussi une porte par laquelle on fait rentrer le savoir. Le livre n'est pas à l'évidence un produit comme les autres. Il est le socle de la civilisation. C'est sans doute ce qui explique le consensus qui s'est formé autour de la présente proposition de loi pour protéger ces passeurs de livres que sont les auteurs et les libraires. Ce consensus, je ne peux que le saluer au nom de mon groupe de l'Union centriste. Le phénomène est suffisamment rare pour être souligné. Cela a été rappelé. L'Assemblée nationale n'a apporté que de menues modifications au texte issu de nos travaux. Je ne reviendrai pas donc dessus pour me concentrer sur ce qui constitue à nos yeux les principaux apports de la proposition de loi. En premier lieu, bien sûr, son article 1er qui interdit la gratuité de la livraison de livres afin de contrer ce qui a pu être analysé comme une concurrence déloyale faite par Amazon aux librairies traditionnelles. Il s'agit ni plus ni moins d'adapter la loi du prix unique du livre à l'apparition de plateformes pour en garantir l'effectivité. Une réforme qui s'inscrit dans la droite ligne des lois de 2011 sur le prix du livre numérique et de 2014 interdisant les rabais pour les livres vendus à distance. Mais j'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas d'édicter une loi anti-Amazon. Les plateformes sont des acteurs économiques importants qui sont inhérentes à notre modernité. À leur manière, elles peuvent aussi participer au désenclavement des territoires. En l'occurrence, il n'est question que d'équilibrer les conditions de marché entre acteurs, pas de céder aux sirènes démagogiques du GAFA-bashing. Deuxièmement, mais dans le même esprit d'équité, les dispositions visant à équilibrer les rapports entre auteurs et éditeurs vont dans le bon sens. Qu'elles portent sur l'information des auteurs sur l'exploitation de leurs œuvres, sur la provision pour retour d'exemplaires invendus ou sur la compensation intertitres. La possibilité ouverte pour les auteurs et leurs organisations de saisir le médiateur du livre est aussi de nature à apaiser les situations potentiellement conflictuelles. Ces dispositions reprennent l'accord de 2017. En les transposant, la démocratie parlementaire entérine et conforte le dialogue de la démocratie sociale. Mais la disposition qui me tient le plus à cœur est sans aucun doute l'article 2, qui permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d'attribuer des subventions aux librairies indépendantes, qu'elles soient labellisées ou non. Les élus locaux que nous sommes le savent tous bien. Lorsque la librairie ferme dans un bourg, c'est une bonne part de sa vitalité qui s'éteint. Les librairies sont des points de vie cruciaux dans les territoires que l'on ne peut pas laisser mourir. L'aide instituée n'est pas disproportionnée puisqu'elle ne pourra pas dépasser 30% du chiffre d'affaires. Elle ne pourra donc pas être mise en place en dépit de toute réalité économique. Elle permet ce que l'on pouvait déjà faire pour les théâtres et ce que la loi Sueur a aussi autorisé pour les cinémas de quartier. Il n'y avait aucune raison que dans ces conditions n'existe pas à l'échelon national un dispositif fiscal équivalent pour les librairies, d'autant moins que cette aide a été mise en œuvre de manière ponctuelle par quelques régions. En conclusion, il ne me reste plus qu'à féliciter Laure Darcos d'avoir porté ce texte avec détermination, ainsi que notre rapporteure Céline Boulay-Espéronnier pour l'excellence de son travail, et le président de notre commission, Laurent Lafon, qui a œuvré à l'accélération de son parcours législatif. Mais c'est aussi grâce à vous, Madame la Ministre, que ce texte a si vite prospéré. Merci d'avoir démontré à quel point un véritable dialogue entre le gouvernement et le Parlement pouvait s'avérer fécond. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Fialaire pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 5 minutes. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, madame le rapporteur, chère Céline, monsieur le président de la commission et mes chers collègues. En 1872, dans la Réforme intellectuelle et morale, Ernest Renan écrivait « Il faut rappeler l'idée tenant à ce qu'il y a de profond dans l'esprit français que les sciences, les lettres et les arts sont une chose d'État, une chose que chaque nation produit encore, que la patrie est chargée de provoquer, d'encourager et de récompenser. » C'est bien l'esprit français qui a décidé de faire des livres des biens singuliers parmi les biens et qui exprime cette volonté à travers l'exception culturelle. L'économie du livre ne saurait être exclusivement soumise à la loi du marché. La République française pouvait-elle en faire autrement ? Libres sont ceux qui s'émancipent par le savoir que renferment les livres. Égaux sont ceux qui, par un même instrument, accèdent à la même connaissance.
et fraternels deviennent ceux qui ont dans leur poche une fenêtre sur le monde, une fenêtre sur l'autre, qui n'est plus alors un inconnu. Fort de cette conviction, l'État a depuis 40 années œuvré pour soutenir le secteur par le prix unique du livre et l'interdiction des rabais de plus de 5%. Aujourd'hui, néanmoins, l'économie du livre se trouve bouleversée. La révolution numérique s'est traduite par un changement des habitudes, avec des conséquences telles que le développement du livre numérique ou l'essor de l'achat de livres en ligne. Malgré un regain d'intérêt pour la lecture dans la période récente, l'économie du livre demeure un secteur fragile. Les librairies affichent ainsi une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce, comme a pu le souligner d'ailleurs l'auteur de la proposition de loi, Laure Darcos. L'enjeu est de moderniser et de sécuriser toute la chaîne du livre, allant de l'auteur au lecteur. Cette proposition de loi pose l'interdiction de la gratuité de la livraison du livre. Cette mesure est indispensable si l'on veut enrayer la concurrence inéquitable qui persiste entre grands acteurs de la vente en ligne et librairies physiques. On se voit proposer des livraisons à 1 centime, mais à quel prix d'un point de vue social et environnemental ? Il convient de revenir à un modèle réaliste et soutenable. Le texte apporte également une clarification bienvenue en imposant d'afficher de manière distincte sur tout support l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. Cela devrait permettre d'éviter toute confusion sur l'application du principe d'unicité du prix du livre. Sur notre territoire, on compte 4 000 librairies indépendantes, comme le disait Laure Darcos, qui représentent 15 000 emplois. Leur part de marché régresse depuis le milieu des années 2000. Aussi, le dispositif proposé par ce texte est le bienvenu. Il permet aux communes et à leurs groupements, après conventionnement, d'octroyer des subventions aux librairies et autres détaillants. À cette aide s'ajoutera le coup de pouce apporté par le Pass Culture, qui, je le rappelle, peut être utilisé pour acheter des livres en librairie, mais pas pour passer des commandes en ligne. L'intitulé de la proposition de loi nous le dit, il s'agit de conforter l'économie du livre, mais aussi de renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Un rééquilibrage est à opérer dans les relations entre les éditeurs et les auteurs du livre imprimé et de la musique. Sur ce point, les avancées sont cruciales. Le texte consacre l'accord conclu entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition en 2017. Il pose l'interdiction par principe de la compensation intertitres et encadre la pratique de provision pour retour d'exemplaires invendus. Je salue cette rédaction. Au constat de précarisation et de fragilité croissante des auteurs, on sait que 8% seulement d'entre eux perçoivent des revenus artistiques supérieurs au SMIC. Ne pas agir face à cette fragilisation serait se résigner à un appauvrissement du paysage littéraire français, ce que nous ne pouvons, nous, Commission Culture, évidemment, tolérer. Autre point, la saisine du médiateur du livre est étendue aux auteurs et à leurs organismes de défense. Le médiateur peut formuler des préconisations au pouvoir public, avec tout l'intérêt que les auteurs prennent part à la discussion et à la réflexion. Enfin, le texte propose d'adapter le cadre législatif du dépôt légal des œuvres à l'ère numérique. Les contenus des services de communication publique en ligne établis en France font désormais l'objet d'une obligation de dépôt légal. Créé en 1537, le dépôt légal fait actuellement entrer dans les collections nationales un exemplaire de toute la production éditoriale française, qu'elle soit écrite, sonore, graphique, cinématographique ou audiovisuelle, sous forme physique comme numérique. C'est donc un élément essentiel de notre mémoire culturelle collective. Et je tiens à remercier le travail de notre collègue Laure Darcos pour ce texte qui répond à un besoin profond que les deux chambres, comme le gouvernement, ont su reconnaître. Avec le groupe du RDSE, je voterai favorablement cette proposition de loi. Merci. La parole est à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 5 minutes, chers collègues. Bonjour Sylvie. Bien, Madame la présidente,
Madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de commission, mes chers collègues, chère Laure, nous voici parvenus à la conclusion d'un cycle parlementaire sur le livre et la lecture publique, fait suffisamment rare pour être d'emblée souligné. Autre fait saillant peu commun, la proposition de loi sur l'économie du livre que vous avez portée, chers collègues, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'énergie et que notre commission de la culture a soutenue avec force, a été adoptée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement. Nous ne pouvons que nous réjouir de cet aboutissement qui est l'illustration du travail que vous avez mené, mais aussi du travail collectif que vous avez mené en amont avec les professionnels. Le consensus autour de cette PPL témoigne bien sûr de sa nécessité et de son importance pour la filière du livre qui attendait des ajustements structurels, mais aussi de la place qu'elle occupera au sein de l'édifice législatif relatif au livre, s'inscrivant dans la tradition des textes fondateurs pour la protection des acteurs et pour la protection de la diversité culturelle et littéraire. En effet, cette PPL était devenue impérieuse au regard des pratiques développées par les plateformes en ligne, en particulièrement une qui, en plus de la remise autorisée de 5% sur le prix du livre, rendait gratuite sa livraison. Ainsi, cette plateforme tirait de sa position dominante un avantage concurrentiel décisif face aux librairies traditionnelles, menaçant par là même leur pérennité et fragilisant le maillage territorial de notre réseau de libraires auquel nous tenons tous. Autrement dit, cette PPL entre dans une problématique plus large, très contemporaine, à savoir la régulation des plateformes numériques, particulièrement des GAFAM. Car si au niveau européen sont actuellement discutés le DSA et le DMA, le Sénat a d'ores et déjà été moteur en matière de régulation, en étant notamment à l'origine de la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse. Le présent texte, en interdisant la gratuité des frais de port pour un livre commandé sur Internet, sauf dans le cas d'une opération click and collect effectuée en librairie, constitue ainsi un nouvel instrument ayant vocation à étoffer notre arsenal réglementaire. Il s'agit d'une mesure d'équité salutaire dont il conviendra de surveiller l'application. En ce sens, le rapport d'évaluation introduit à l'Assemblée nationale est bienvenu afin de s'assurer que les plateformes ne contourneront pas l'esprit de la loi. Il s'agit également d'une mesure favorable à la sauvegarde de l'environnement, puisque nous pouvons espérer une diminution des livraisons et partant bien sûr des flux de transport. Naturellement, le Sénat, en tant que représentant des collectivités territoriales, ne pouvait que souscrire à l'objectif poursuivi par l'article 2, qui vise à permettre aux communes et intercommunalités de subventionner leurs librairies indépendantes sous certaines conditions. Outre le dispositif qui fait écho à la loi de 92 de notre collègue Jean-Pierre Sueur concernant le subventionnement partiel des cinémas, il s'avère un formidable levier pour préserver et dynamiser l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes. Car cet attachement des Français à leurs librairies de proximité, considérées comme des commerces structurants, a été particulièrement visible depuis la pandémie de Covid-19. Au début de l'année 2021, 85% des personnes interrogées ne voulaient pas que leur librairie soit refermée administrativement, dans l'hypothèse d'un nouveau confinement. Et le numérique n'a pas été l'alpha et l'oméga de la consommation culturelle pendant ces périodes si particulières, car le désir de lecture, mais aussi le désir d'aller dans une librairie, a toujours été prégnant. Enfin, dans un contexte où la majorité des artistes-auteurs sortent ébranlés de la crise sanitaire, le rééquilibrage de la relation contractuelle entre éditeurs et auteurs d'œuvres écrites et musicales se révèle opportun, comme d'ailleurs le démontrait le rapport Racine de 2020. C'est pourquoi la plus grande transparence recherchée à l'article 3, à travers la reddition systématique et complète des comptes en cas de cessation d'activité par l'éditeur, est par exemple, en tout cas, un moyen idoine d'y parvenir. D'ailleurs, dans les prochains mois, je crois que nous devrons continuer à avancer sur la protection des artistes-auteurs, nous interroger sérieusement sur les carences de notre modèle de rémunération des créateurs à l'ère numérique. Car si des avancées ont eu lieu ces dernières années, nous ne pouvons nous satisfaire, par exemple, du non-respect du droit d'auteur sur et par les plateformes, bien que des progrès aient été effectués, car la loi doit s'appliquer, et du déséquilibre dans la relation contractuelle entre les plateformes numériques créatives et les artistes-auteurs, qui sanctionnent en particulier les jeunes artistes et les émergents, et enfin de la captation par les intermédiaires numériques d'une part disproportionnée de la valeur créée par les artistes. C'est un enjeu culturel de premier ordre pour la France, mais aussi pour l'Europe, qui appellera la réaffirmation de certains principes. Toute œuvre exploitée doit être rétribuée à sa juste valeur et qui nécessitera l'adaptation de nos mécanismes aux pratiques des acteurs numériques, comme cette PPL s'y est attelée pour le secteur du livre. Alors, sans surprise, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera cette PPL
Et à titre personnel, je voudrais vous renouveler, chère Laure, à la fois toutes mes félicitations, mais aussi tous mes remerciements pour cet excellent texte. Merci. La parole est à Madame Samantha Cazebonne pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la crise sanitaire a révélé l'extraordinaire attachement que les Français portent à leurs librairies indépendantes. Alors que la fréquentation des salles de cinéma a chuté et que le chiffre d'affaires du spectacle vivant s'est effondré contre toute attente, les librairies ont résisté. Sans doute parce qu'elles matérialisent cette identité profondément littéraire de notre pays. En ces temps de division incessante qui animent malheureusement notre vie politique, le parcours parlementaire de ce texte témoigne une forme d'union sacrée autour du livre et des librairies indépendantes. Les convergences de vues entre les deux chambres ont d'ailleurs conduit le Sénat à recourir à la procédure de législation en commission pour achever au plus vite l'examen du texte et rendre possible sa promulgation avant la fin de l'année. Avant cela, le Gouvernement, pour les mêmes raisons, avait engagé la procédure accélérée. Finalement, la commission de la culture du Sénat a adopté le texte à l'unanimité en seconde lecture. Demain, l'instauration d'un tarif minimal pour l'expédition de livres permettra un rééquilibrage de la concurrence dans le secteur du livre. En effet, la solidité financière de certains acteurs leur permettrait jusqu'ici d'asseoir leur hégémonie grâce à 2 avantages. La décote de 5% sur le prix des livres, autorisée par la loi Lang, et la gratuité des frais de port. Grâce au texte que nous votons aujourd'hui, ces derniers ne pourront plus contourner la loi de 2014 en proposant, par exemple, la livraison à 1 centime d'euro au détriment des librairies indépendantes. Demain, les collectivités ou leurs groupements pourront attribuer des subventions aux petites librairies indépendantes. Cette disposition est une demande forte de nos élus locaux. Il sera ainsi possible de gérer au cas par cas les situations particulières qui adviennent sur chaque territoire et de financer le fonctionnement de ces petites librairies au-delà du seul investissement. Cette disposition permettra ainsi davantage de diversité culturelle et d'égalité d'accès à la culture. Demain, la réforme du contrat d'édition entre auteurs et éditeurs assurera une meilleure protection des auteurs dans le cadre des cessations d'activité des maisons d'édition. Enfin, j'aimerais rappeler que l'instauration d'un tarif minimal de livraison pour les livres, qui a parfois pu faire débat parmi les acteurs de la filière, s'inscrit pleinement dans le prolongement de l'esprit de la loi sur le prix unique du livre à laquelle les Français sont attachés. 40 ans plus tard, cette loi aura permis de protéger la filière et de développer la lecture. Plus que jamais, elle a besoin aujourd'hui d'être complétée. Tout en vous disant que le groupe RDPI votera naturellement en faveur de cette loi, je tiens, au nom de mon groupe, à vous remercier, cher Laure Darcos, et vous féliciter pour cette belle proposition. Merci. Merci. Alors, je vais mettre aux voix la proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'ensemble du texte. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.
Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Alors, voici le résultat du scrutin numéro 67 sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 342, pour l'adoption 342. Le Sénat a adopté. Alors, je ne vais pas suspendre la séance, on va reprendre de suite. Alors, l'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote